avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minimide. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. À Indy, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Aïdjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Aïdjo. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a nous laisser. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025, cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide pas déjà à nous débarrasser de 80% de la race des individus avec lesquels il travaille depuis 43 ans, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le cas. Et je sors donc en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne peux pas parler de tous ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025 là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir à un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts qu'a fait subir Paul Biya pendant 43 ans à ce Cameroun, à sa jeunesse et à son peuple. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de je suis. Il faut quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît la machine, qui connaît le Cameroun et qui sait justement le moment venu où toucher pour arranger sans pour autant renverser la machine elle-même. Biya n'a pas suivi la donne économique qu'avait lancé le président Aïdjo. La preuve, c'est que quand Aïdjo s'en va, nous avons près de 700 sociétés publiques et parapubliques qu'Aïdjo avait créées. Et à ce jour, avec les commissions et tout ça de liquidation, de privatisation et tout, on en est resté en portefeuille très maigre parce que d'autres sociétés ont été vendues, d'autres ont connu l'introduction de la participation des pays étrangers, notamment de la France, qui en a pris totalement certaines, qui a pris des parts un peu plus exorbitantes dans certaines autres. Et donc, nous avons perdu le pied sur le plan économique. Nous voyons par exemple que l'économie a stagné entre 1986 et pratiquement l'an 2000.
C'est-à-dire avant notre point d'achèvement, notre point comment dire ça, nous avons le point d'achèvement, c'était en 2006. Oui, le point d'achèvement PPT, c'était en 2006. Mais dès l'an 2000, nous avons eu des difficultés entre 1986 et 2000. C'est-à-dire, il avait dit, je n'irai plus au FMI, puisqu'en fait, le Ghana l'a fait il y a 3 ou 4 ans, 5 ans. Mais on a vu comment le Ghana a peiné. Mais le Ghana a pris cette décision-là de sortir du FMI, de payer toute sa dette et de s'en sortir. Mais le prix Biala dit en 86, il était obligé de rentrer encore au FMI, à la Banque mondiale, demander de l'argent. Donc on a vu qu'en fait, il n'a pas pu décoller, il n'a pas pu détacher le pays économiquement. On peut chercher à le comprendre d'une certaine façon, puisque si vous avez 2 lièvres à suivre, forcément, vous allez peut-être courir un peu plus derrière un autre qu'un tout autre. Donc on comprend que le lièvre économique a été le plus difficile pour lui à attraper, ou du moins de toutes les façons dont il s'est rapproché le plus difficilement. Donc je voudrais que l'on se situe d'abord au niveau du bilan. Au niveau du bilan, je reste sur le plan mitigé et sur les idées majeures. Et il y en a qui sont un parti au pouvoir et qui, sentant la fin du champion de ce parti s'en venir, décident de se remettre proche du pouvoir. Voilà la grande logique. Donc c'est pour cela que je ne vais pas anticiper, sur le prochain point, sur le prochain point qu'est l'héritage. Je vais rester sur le bilan, je ne vais pas anticiper. Bon, je préfère d'abord m'arrêter là, mais je vais d'abord corriger. J'ai dit que, Honorable a dit tout à l'heure, non, le congrès de l'UNC c'était pas en 81, c'était en 80. J'ai dit 80. Vous avez dit 81. Oui, non, donc c'était 80 en juillet. Et c'était 80. la même année qu'est parti André Fouda parce qu'il est mort pendant. Oui, j'ai dit 80. Donc, on parle là. Et je suis d'accord avec l'honorable Adamou. Le PIB, l'augmentation du PIB sur le plan économique n'est pas, comment dire, le fait d'un individu. Ne peut pas être le fait d'un individu. Peut être le fait d'un ensemble de politiques qui ont été conçues, implémentées, appliquées et dont les résultats se ressentent. Donc notre PIB c'est un accident. Donc, dit que 30 000 milliards, dit que 30 000 milliards de 82 à 2025 est un exploit. Je me pose des questions. Je pose des questions. Il faut plutôt se poser la question, est-ce que ça n'aurait pas pu être un peu plus élevé encore, notre PIB, si on avait fait effectivement mieux? Vous voyez, une augmentation, et là je suis d'accord avec lui, la croissance n'est pas toujours un indice de développement. Et le PIB ne peut donc pas être aussi un facteur de bonne gouvernance. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui un pays dans un marasme économique. Ce PIB est plutôt l'œuvre d'un pays, d'une population résiliente. Et le président lui-même a adopté ce mot depuis 2008. Nous sommes un peuple résilient, c'est-à-dire qui arrive à résister au choc exogène, c'est-à-dire la politique internationale qui est dure et dure pour les pays les plus faibles, et endogène. Les chocs endogènes, c'est-à-dire donc il est le principal acteur, c'est-à-dire le principal provocateur. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'éviter à son peuple des chocs domestiques, notamment des chocs liés à la malgouvernance, à la corruption, à la malgestion, au crime économique. Lui-même il a dit de sa bouche, 2008, des criminels économiques, des bandits au col blanc, des inertes. Ça c'est le discours du 31 décembre 2005. Des inertes. Quand on dit inertes, ce n'est pas des inertes politiques, c'est des inertes économiques. C'est des inertes dans la gouvernance. C'est des inertes managériaux, c'est-à-dire dans le management de la gestion du pays. C'est-à-dire que le président, dans la Constitution, dit il définit la politique de la nation. L'honorable a dit il définit la politique de la nation. Ça, c'est le premier rôle du président de la République. Donc, lui définit la politique de la nation et des individus qu'il a nommés décident de ne pas l'appliquer. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.